Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. 14 août 1979, évocation d'une page lumineuse de notre histoire, la récupération de Wad Dahab, une belle illustration de l'attachement de tout un peuple au glorieux trône alawite et à l'intégrité territoriale du royaume. Solidarité, le staff de l'hôpital marocain de Compagne à Beyrouth, toujours à l'œuvre pour prêter main forte aux blessés de la déflagration du port de la capitale libanaise, du pain béni pour une ville dont la plupart des hôpitaux sont gravement endommagés. Du tourisme dans ce journal, ce sera Midelt, réputé pour le segment de l'écotourisme, des sommets, des vallées et des gorges, une nature enchanteresse au cœur de l'Atlas. C'est l'une des plus belles illustrations de l'attachement indéfectible du peuple marocain au trône alawite, la récupération de Wad Dahab, une étape phare dans le processus de parachèvement de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du royaume. En date du 14 août 79, les ulama, les notables et les chefs de tribu de la province de Wad Dahab s'étaient rendus au pas de Rabat pour présenter à feu Sa Majesté Hassan II leur serment d'allégeance et réaffirmer leur lien d'attachement au trône alawite. Évocation, Mariam Messi. 14 août 1979, Palais Royal de Rabat. Feu Sa Majesté le roi Hassan II reçoit oulémas, notables et chefs de tribu de la province de Wad Dahab. Tous présentent leur serment d'allégeance au regretté souverain. Un acte solennel pour témoigner leur attachement indéfectible au glorieux trône alawite et une démarche hautement patriotique pour dire au monde entier que le Sahara a toujours été et restera marocain. 41 ans plus tard, les signes de développement sont bien palpables. La province vit depuis sa récupération au rythme d'avancées fulgurantes. Des projets d'envergure y voient le jour, fruit de la vision ambitieuse de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Aujourd'hui, la province hisse un pôle économique pionnier et fait désormais figure de pont reliant l'Europe à l'Afrique subsaharienne. La région a connu ces dernières années un véritable élan de croissance. Un nouveau modèle de développement lui a été consacré par Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec des budgets conséquents alloués aux différents secteurs à portée stratégique. Les trois régions en ont profité dans Dakhla Wad Dahab, ce qui a contribué à la valorisation des atouts dont regorge la région, que ce soit en matière de tourisme, d'agriculture, de pêche maritime ou encore de logistique et d'énergie renouvelable. Les infrastructures routières ont pour leur part connu un saut qualitatif. 4 décennies sous le signe du développement. En première ligne de cet essor, Dakhla présente une importante dynamique de croissance. Le chef-lieu de la région est aujourd'hui un des pôles urbains phares des provinces du Sud. Des investisseurs nationaux mais également étrangers venus d'Europe, du Royaume-Uni et des États-Unis mettent le cap sur Dakhla, ce qui témoigne de l'attrait indéniable que conserve la région et la positionne en porte d'entrée vers le marché africain. Cela a de quoi servir l'intérêt des porteurs de projets désireux de lancer leur activité dans le continent. Des efforts de développement constants pour promouvoir les potentialités locales. Le visage urbain de la région change dans la lignée du développement économique des provinces du Sud. L'heure est toujours à la solidarité à Beyrouth où la liste des victimes de la double explosion du port de la capitale libanaise ne cesse de s'allonger. Et pendant ce temps, l'élan humanitaire du Maroc envers ce pays meurtri s'exprime de la plus noble des manières. Sur haute instruction royale, l'hôpital militaire de Compagne est à pied d'œuvre. Ses cadres travaillent sans relâche pour pouvoir accueillir les nombreux blessés qui y affluent, car la plupart des structures hospitalières de Beyrouth ont été gravement endommagées. C'est une correspondance sur place de nos envoyés spéciaux Khalid Esdoun et Hassan Silla sur un commentaire d'Oumaï Maramli.
Chaque jour, ils sont nombreux à se rendre à l'hôpital militaire de campagne marocain à Beyrouth, victimes de la désastreuse explosion ou citoyens en situation de précarité. Tous trouvent dans cette structure hospitalière multidisciplinaire soins et suivi. C'est le cas de cette dame enceinte qui vient chercher conseil. Je n'ai pas les moyens de me rendre à une clinique privée et les hôpitaux de la ville ne sont plus fonctionnels. Dans cette structure, j'ai bien été accueillie. Les médecins m'ont bien expliqué l'état de ma grossesse. À l'entrée, cette dame a été orientée vers une gynécologue pour que l'on puisse évaluer à la fois l'état de santé du bébé et sa position. La grossesse de cette dame n'est pas suivie, donc ce sont des précautions tout à fait nécessaires. Tout au long de la journée, le chassé-croisé des ambulances est incessant. Elle transporte des cas graves nécessitant une intervention rapide et immédiate. Cette jeune fille souffre de troubles respiratoires aigus. L'ambulance a directement transféré notre collègue à l'hôpital militaire de campagne marocain. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle a très vite été prise en charge. Je remercie le staff pour sa réactivité et le Maroc pour cette aide précieuse. J'ai senti une douleur au niveau du dos. Je n'arrivais plus à bouger. On m'a orienté vers cette structure. Après scanner, j'ai été admis en salle de chirurgie. Les équipes sont rapides et efficaces. L'hôpital de campagne militaire marocain de Beyrouth, un soutien inestimable pour la population de la capitale libanaise, une lueur d'espoir dans un spectacle de désolation. Des aides alimentaires et médicales parmi environ 430 tonnes de fournitures humanitaires accordées par le Maroc au Liban sur haute instruction de Royal ont été distribuées ce vendredi au profit des familles touchées par l'explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth. Ces aides médicales et humanitaires comprennent notamment des médicaments de premier secours, des denrées alimentaires, des tentes et des couvertures pour héberger les victimes. Ces aides envoyées sous l'égide de la Fondation Mohamed V pour la solidarité comprennent également du matériel médical pour la prévention du Covid-19, dont des masques de protection, des visières, des blouses et du gel hydroalcoolique. Beyrouth poursuit le macabre décompte des victimes de la déflagration meurtrière après avoir trouvé de nouveaux disparus. Les secouristes ont retrouvé les corps déchiquetés de 10 pompiers. Notez également cette nomination pour mener une enquête sur les causes de l'explosion, celle du juge Fadi Sawan, connu pour son indépendance et sa probité. Mais ce n'est pas lui qui interrogera plusieurs ministres, anciens et actuels, au sujet du nitrate d'ammonium stocké au port. Ils devront comparaître devant une instance spéciale. La courbe des contaminations coronavirus ne cesse de s'allonger. Ces dernières 24 heures, le Maroc a enregistré 1306 cas. C'est un total de 39 241 cas recensés sous nos cieux. Idem pour le nombre des décès. 27 ont succombé ces dernières 24 heures à la maladie. On déplore 611 morts. 163 personnes sont dans un état grave ou critique prises en charge dans les unités de réanimation et soins intensifs, dont 72 cas sous respirateur artificiel. Entre la vie et la mort. Dans ce tableau sombre, une mince consolation avec 957 guérisons enregistrées ces dernières 24 heures, soit un total de 27 644. La crise du coronavirus continue de mobiliser les chercheurs. L'immunité face au Covid-19 est encore mal comprise. Des travaux sont actuellement menés au laboratoire d'immunologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Les précisions avec Saïda Idrissi, Soufiane Ibrahimi, Sarah Katir. Au laboratoire d'immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie à Casablanca, une équipe de chercheurs mène des travaux sur la Covid-19 et l'immunité. Il s'agit pour eux de trouver les moyens pour renforcer les anticorps humains susceptibles de lutter contre le virus, surtout que la situation épidémiologique dans notre pays est inquiétante. Le taux de mortalité au Maroc est autour de 1,5 environ. Cela veut dire que à chaque fois qu'on a une centaine de personnes qui portent le virus, on aura 1 à 2 morts. Et là, on est passé à 1000 et plus cas.
Cela veut dire que on va être autour d'une quinzaine de morts par jour. Et ça, c'est grave pour nous parce qu'on va perdre 15 et même plus de cas par jour. Les étudiants-chercheurs tentent ici d'avoir la réponse immunitaire optimale du corps humain contre la Covid-19. On essaie de trouver des cibles thérapeutiques via stimuler le système immunitaire afin d'attaquer le virus. On connaît déjà le Covid-19, c'est un virus qui est nouveau, donc le système immunitaire il est incapable de connaître le virus et en même temps il est incapable de l'attaquer. Donc l'objectif de notre étude, des études qu'on a fait dans notre laboratoire, donc on est une équipe qui est vraiment très homogène, donc on essaie de voir comment on peut l'attaquer, comment on peut l'inhiber et inhiber la propagation. Ici principalement, on travaille sur le système immunitaire. Donc comment est-ce qu'on va, je dirais, booster ou encore stimuler notre système immunitaire pour le permettre de mieux reconnaître notamment ces agents pathogènes. Donc en l'occurrence la Covid-19. Donc c'est dans ce sens-là qu'on essaie de faire des manipulations ou encore des essais pour pouvoir trouver de manière adéquate comment est-ce qu'on pourra lutter contre cette pathologie. Jusqu'à présent, aucun traitement n'est capable d'endiguer la multiplication du virus. Seules les mesures barrières peuvent constituer une protection de la Covid-19. Le respect des gestes barrières est plus que jamais une nécessité vitale. En tête de ces gestes, le port de masque, obligatoire depuis plusieurs mois déjà. Eh bien, cette mesure n'est pas vraiment respectée par tous. Chirurgicale, en tissu ou fait maison, quel que soit le type de masque dont on dispose, il ne servira à rien si on l'utilise mal et peut même s'avérer contre-productif. Éclairage dans ce reportage à Casablanca, Fatna Tabout, Saachar Ben Saoud et Sarah Katir. Le non-respect des gestes barrières serait à l'origine de la hausse des cas de contamination par la Covid-19. Les mesures de prévention préconisées par les autorités afin de lutter contre cette pandémie semblent être mises de côté par certains citoyens, ce qui fait augmenter le nombre de décès et des cas critiques. On a enregistré 1499 cas positifs en une seule journée et plus de 23 décès. N'attendons pas qu'il soit trop tard ou qu'on perde l'un de nos proches pour réagir. Cette hausse des contaminations est le résultat du non-respect des mesures barrières. Les gens ne prennent pas au sérieux cette pandémie. Certaines personnes sous-estiment les risques de la Covid-19 et contribuent ainsi à la propagation du virus, surtout parmi les catégories les plus vulnérables à ces complications. Si on continue à cette vitesse, les choses vont empirer. Il est temps de rompre avec cette insouciance en respectant le port de masque et la distanciation sociale. Le port obligatoire de masque, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains et l'utilisation de l'application Wiqaitna, autant de mesures préventives susceptibles d'assurer notre protection du coronavirus. On enchaîne avec cette nomination. L'Ivoirienne Sylvia Lopez-Ekra occupe désormais le poste de coordinatrice résidente des Nations Unies au Maroc. La diplomate a à son actif une expérience de 18 années au service de l'Organisation internationale pour les migrants. Elle a également dirigé des groupes de coordination pour les questions du genre. Une page de loisirs avec d'abord la plage d'Agadir, très prisée des estivants, en particulier des passionnés des sports de glisse. Ils sont toujours aussi nombreux à profiter de la mer, du vent et du sable pour s'adonner à cette pratique qui séduit aussi les tout petits. Regardez ces images tournées par Saïd Anis et Mohamed Nasseri. Je viens toujours au surf parce que j'adore ça et cette académie ça me permet de faire beaucoup de surf et c'est pour ça que j'adore ça. Je viens ici presque tous les jours. J'adore le surf. C'est devenu ma matière préférée. C'est trop bien le surf. J'adore être debout dans la planche. De la Perle du Sud, cap sur celle de l'Atlas, Midelt, une province qui allie tourisme culturel et écologique, un produit relativement nouveau et porteur qui connaît une véritable évolution ces dernières années, des atouts naturels que nous révèle ce reportage de Mohamed Chekir, Wafa Yaqoubi, avec un commentaire de Zakaria Moukibila. À quelques encablures de Midelt,
Une unité hôtelière au cachet architectural traditionnel et authentique. C'est un endroit privilégié des amateurs de tourisme écologique et scientifique. Dans ce parc d'une superficie de 50 hectares, les hôtes peuvent suivre des explications sur la culture de produits agricoles bio et même en cueillir des fruits. Les passionnés de pêche y trouvent aussi leur bonheur dans ce lac riche en poissons. Nous cultivons plusieurs variétés de fruits et légumes bio et des condiments comme le safran. Ces produits servent à la confection des plats préparés dans notre unité. Les visiteurs apprécient. Les randonnées constituent une des activités prisées par les touristes. À partir de l'hôtel, nous nous dirigeons vers un site très visité de la province, les gorges de Aqqa Jafar. Sur place, les touristes peuvent s'adonner à la randonnée dans le route vers Jbel Ayashi. Le parcours emprunte des passages creusés à l'intérieur de montagnes gigantesques, traversées par des grottes. Le week-end, j'accueille beaucoup de touristes désireux de découvrir la région. La semaine dernière, il y avait eu des précipitations. Alors je viens vérifier le trajet qu'on va parcourir. Ce week-end, j'accueille 5 visiteurs de Rabat. Nous allons visiter le sommet de Jbel Ayashi et après revenir au village de Taouraout. Culminant à 3747 mètres, le sommet de Jbel Ayashi permet de voir tout le plateau de la Haute-Melouia, y compris les villes de Midelt, Boumia et la haute vallée de l'Enzgmir et ses pommiers. Ce circuit est très important parce qu'il mixe entre l'historique, le culturel, puisqu'on parle des plantes, on parle des oiseaux, on parle de beaucoup de choses, c'est-à-dire de la biodiversité qui est sur le terrain, mais aussi un peu de sport, puisque on fait de la marche, on fait un peu d'alpinisme, parce qu'on monte quand même jusqu'à 3747. Sur la route du retour, on se laisse ravir par des paysages naturels féeriques. Les visiteurs sont accueillis par les habitants du village de Taouraout. De là, ils contemplent le beau coucher du soleil, bercés par la brise du site montagneux. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, c'est Khaïs Mouassine que vous retrouvez pour une nouvelle édition complète de la soirée. À demain.